Monsieur Aïssa Bamba, venez nous rejoindre également pour ouvrir ce débat justement autour de cette transition numérique en Afrique. On va commencer peut-être avec une première question. Et on check d'abord, Sarah, si Cheikh Omar Taouré nous a rejoint. Docteur Taouré et Adel Abelou n'est toujours pas là. Donc on entame ce deuxième panel. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation, la troisième édition d'ICT Maghreb. Nous allons commencer peut-être avec vous, Monsieur Aïssa Bamba. Vous avez parlé de l'accompagnement des entreprises dans la transition numérique, vous avez parlé de beaucoup de formation, mais on aimerait entendre aussi l'expérience de cet accompagnement dans votre pays pour essayer de faire des parallèles entre les pays africains, entre Côte d'Ivoire et l'Algérie, par exemple. Je vous remercie. Comme je vous l'ai dit, pendant 7 ans, j'étais Education Sales Representative d'Oracle pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et lorsque j'ai commencé en 2013, l'essentiel des formations que j'organisais avait lieu en France. Je couvrais l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Mes clients, c'était des opérateurs télécoms, c'était des banques, c'était des ministères, des directions générales de douane, des impôts, des banques centrales, et presque toutes les formations étaient organisées en France. Pour moi, c'était une souffrance. Il n'y a pas que les formations. Oui. Mais je c'est de parler de l'écosystème. OK. Donc, je vais y arriver. Et sur ce point, pour pouvoir faire en sorte que les formations ne puissent pas se faire, et avant, lorsque j'ai quitté Oracle, l'essentiel des formations que j'organisais se faisait en Afrique. Et vous savez comment j'ai fait? Je me suis appuyé sur un partenaire algérien. Les gens avaient le sentiment que c'est en partant en France qu'ils pouvaient avoir les meilleurs formateurs et les meilleurs cadres de formation. Dans mes investigations, j'ai découvert la société ITComp, qui est le leader de l'informatique Oracle en Algérie. Et M. Abdenou, qui est là, qui porte maintenant le nom au sein de son entreprise, Abdenou l'Africain, a formé presque les grandes entreprises de l'Afrique et a également formé des partenaires informatiques, des partenaires Oracle. Et ça va faire 7 ans que nous sommes ensemble, jamais. Vous n'avez jamais rencontré? Non, il vient régulièrement en Afrique. Il vient régulièrement en Afrique. En plus de lui, il y a de nombreux autres collègues d'Abdenou qui viennent en Afrique pour faire des formations. Et jamais je n'ai eu un retour négatif. Donc, vous comprenez que souvent, nous pensons que la solution se trouve de l'autre côté de la Méditerranée. Or, Monsieur Bamba, elle se trouve ici. Justement, dans ce même ordre d'idée, si vous permettez, moi, j'aimerais rester sur l'expérience Afrique, puisque l'Afrique est à l'honneur à l'occasion de cette troisième édition de l'ICT Maghreb. Alors, on parle, même en Algérie, d'ailleurs, de la spécificité de la numérisation. On dit que chaque pays doit avoir sa propre transition numérique. Lorsqu'on parle des startups africaines, on parle de cette inventivité, même si on parle de manque de moyens, on parle des problèmes d'électricité, des problèmes d'énergie, mais l'Afrique a pu quand même se démarquer avec cette inventivité et cette capacité de créer j'ai envie de dire, une transition numérique inclusive. Est-ce que vous pouvez nous en parler? De nombreuses personnes pensent que les difficultés sont des problèmes. Or, moi, je pense que les Africains, nous sommes aux meilleurs endroits parce que les difficultés sont des opportunités. Lorsque vous êtes en face à des challenges, vous êtes plus créatif, vous êtes plus inventif. Et c'est pour cela que je suis souvent malheureux que des jeunes qui sont le centre de la créativité baissent les bras et pensent que l'Eldorado, c'est ailleurs.
Et de nombreux Africains, de nombreux jeunes Africains, souvent qui n'ont pas fait de longues études, ont montré qu'ils peuvent proposer des solutions innovantes pour l'Afrique, mais aussi pour le monde. L'une des solutions qui marche vraiment beaucoup en Afrique, c'est le transfert d'argent par téléphone portable. Et cette solution, elle n'existe pas en Europe, sinon moins, mais c'est une solution africaine. Et donc, l'avenir des fintech, c'est l'Afrique. Parce que, vu toutes les difficultés que nous avons, vu les challenges liés à l'électricité, vu les challenges liés à la pauvreté, et également l'Afrique, contrairement à ce que l'on pense et l'on dit, je pense que c'est un grand mensonge. L'Afrique, c'est un continent riche. Vous-même pourrez même remarquer que dans les populations africaines, il y a des gens extrêmement riches. Et il y a également dans de nombreux pays des classes moyennes qui se développent. Et il y a un grand océan de misère, de pauvreté. Mais nous, les Africains, nous devons proposer des solutions qui sont accessibles à l'ensemble de ces courses diverses. Et donc, nous pouvons inventer des choses qui vont rassembler tout le monde et la diversité. On va continuer justement pour parler de solutions. Saïd Salih, vous avez parlé de transformation numérique et les solutions cloud. Qui dit cloud dit data center, qui dit data center dit hardware, et qui dit hardware dit législation. Alors, quelles sont les solutions qu'on peut adopter rapidement en Algérie? Il y a eu beaucoup de projets qui ont traîné pour des clouds, pour sécuriser nos données, etc. Quelle est l'urgence aujourd'hui? Alors, pour tout ce qui est en relation avec le cloud, effectivement, et bon, je rejoins ce que dit mon collègue à côté, l'Afrique est une opportunité. C'est une très grande opportunité. Tout reste à faire, tout reste à être développé. Il y a énormément d'opportunités, effectivement. Mais en face, il faut qu'on puisse les dépasser. Et notre chance aujourd'hui, c'est ce changement de paradigme. On peut y accéder à travers des solutions de type cloud, par exemple. Donc, quand on parle de cloud, si je reviens maintenant sur le contexte algérien, il y a eu des évolutions, effectivement. Il y a une volonté stratégique qui vient des plus hauts responsables de l'État pour aller vers ces solutions-là. Maintenant, il faut que le cadre législatif aussi permette aux investisseurs d'aller de l'avant. J'ai vu Ecosnet, qui était aussi votre partenaire, donc qui fait partie un certain de l'écosystème. Il y en a d'autres aussi qui se sont installés, qui sont les pionniers aujourd'hui de la data center, on va dire, type privé. Il y a des data centers souverains qui sont en train d'être mis en place. On sait, effectivement, il y a un certain nombre de difficultés qui sont là, qui sont intrinsèques au fait que c'est la première fois. Mais l'incitation doit continuer à être de plus en plus forte, dans le sens où on doit essayer de faire par nous-mêmes, c'est vrai, on doit attirer aussi les investisseurs, on doit avoir des ambitions qui dépassent l'Algérie, il faut qu'on soit un bastion de digitalisation, non pas pour l'Algérie uniquement, mais pour un ensemble de pays qui seront nos partenaires et sur lesquels on pourrait avoir des bridges législatif de confiance sur la gouvernance de la donnée, sur la sécurité de la donnée, sur le fait que la gestion de la souveraineté de cette dite donnée aussi. Donc tout ça est important. Donc les fonds existent certainement, les réponses technologiques existent, on ne va pas réinventer la roue. Maintenant, il faut de l'incitation. Je sais que le public va faire beaucoup, c'est certain. On aura besoin d'un deuxième temps qui doit venir du privé et qui doit aussi venir d'une attractibilité des grands players qui vont ramener des fonds et investir en Algérie. Moi, je pense que c'est les trois axes qu'il faudra certainement développer pour attirer. Je parlais justement, pour rester dans le même ordre d'idée, tout à l'heure avec M. Bamba, justement de cette spécificité des startups africaines. Quelle est la spécificité de la start-up algérienne? Alors, moi, j'ai fait l'USTHB. Est-ce qu'on pense, par exemple, à cette notion justement d'inclusivité
dans le sens où on va un peu se greffer sur les besoins locaux, par exemple, en Algérie? Oui, je disais que moi j'ai fait l'USTHB, donc je suis très content d'être à côté de professeur. C'est extraordinaire la façon dont les choses ont évolué. Moi, en tant qu'étudiant à l'époque, le seul rêve, c'était de se retrouver dans une boîte qui avait pignon sur rue, avec une sécurité, etc. Là, avec les personnes avec qui je suis en contact, qui sont maintenant étudiants, qui vont venir étudiants, le mindset a complètement changé. Il se tourne vers les besoins algériens, parce que quand on voit même les noms des startups algériennes, elles utilisent un jargon qui est le jargon algérien. C'est vrai qu'après, on se dit peut-être que c'est limitatif, on ne peut pas l'exporter, mais on voit avec Yassir qu'au final, Yassir, c'est devenu quelque chose qui fonctionne un peu partout. L'Algérie, et je pense qu'aussi c'est une caractéristique de beaucoup de pays africains, nous avons cette créativité-là. Nous avons un marché auquel on peut accéder immédiatement, vu le nombre de besoins que l'on a au quotidien. Mais il y a aussi le fait d'être tourné complètement vers d'être universel. Voilà. Donc, il faut être inclusif, bien sûr. Il faut être inspiré par ce que l'on fait, par les besoins. Mais il ne faut pas hésiter à les exporter et aller de l'avant, parce que les fonds doivent être algériens, d'accord, mais ils peuvent être aussi internationaux et rajouter de la valeur. Oui. Professeur Ali, justement, peut-être pour compléter l'idée qu'on vient d'écouter, alors le numérique est toujours présenté comme un vecteur de développement économique. Comment peut-il être un vecteur de développement social aussi? Il est clair. Il est clair. Rapprochez. Essayez de le rapprocher. Oui. Il est clair que le levier ou le numérique ou la digitalisation, on va dire, c'est l'écosystème de tout ce qui est économique en Algérie, ou ça devrait l'être, du moins en Algérie ou partout dans le monde. Donc c'est le lien, moi je dirais, c'est le lien qui va permettre la connectivité, qui va permettre le transfert des savoirs, qui va permettre le transfert des expertises, qui va permettre de la mutualisation, qui va permettre la sociabilité des individus, des personnes, des sociétés. Donc oui, le numérique a toute sa place et si j'ai bien compris votre question. Hein. Voilà. Oui. Est-ce que quelqu'un voudrait compléter justement? Oui. Le numérique offre des possibilités qui n'existaient pas avant, hein, dans le sens où si je prends le e-commerce, par exemple. Avant le e-commerce, si j'avais ma petite boîte de confection, même si j'étais le plus meilleur designer du monde, mon champ d'action serait limité à peut-être mon quartier, ma ville et peut-être ma région. Là, aujourd'hui, si je suis le prochain Lagerfeld, je n'ai pas les moyens, mais j'ai une fenêtre qui est extrêmement accessible au monde entier, dans laquelle je peux exposer mes créations et aller de l'avant et les vendre. Donc, le numérique permet non seulement de supporter des innovations, mais de commercer ces innovations et de créer une richesse qui était impossible auparavant. Si on sort de la start-up et on va vers le monde un peu plus stratégique, ça marche aussi de la même manière. On a dans le secteur énergétique un secteur innovant chez nous, dans le secteur, par exemple, des énergies renouvelables. Si on arrive à digitaliser de facto dès maintenant ce secteur-là, nous aurons la capacité non seulement de le développer rapidement, mais aussi de s'offrir des débouchés et des marges bénéficiaires sur les chaînes logistiques, sur les approvisionnements, etc., qui n'auraient jamais pu être possibles sans un monde digital. Oui. Alors, on va essayer peut-être de prendre des questions. Kamel, vous avez une question? On prend des questions peut-être du public. Oui. Il y a Khalid Aned, mon ancien collègue, qui est là. Je vous donne la parole. Alors, voilà, on a un petit... il y a un micro là-bas, Voilà. Allez. Khalida qui est entrepreneur, qui a quitté le public pour créer sa propre entreprise dans le domaine médical, je pense. Bonjour à tous. Non, ce n'est pas dans le domaine médical, c'est dans l'innovation.
Et moi, j'ai une question pour professeur Hallej. Dans votre présentation, vous avez évoqué l'État comme seul entrepreneur jusqu'aux années 80. Moi, je dirais que pas seul entrepreneur, pas seul employeur, parce que dans les années 70, nous avons une naissance d'un tissu d'entrepreneurs, pas avec beaucoup d'expérience ou de connaissances, mais il y a eu quand même de grandes initiatives d'entrepreneuriat privé. Et ma deuxième question, qui s'adresse à vous toujours, c'est sur la formation, sur le volet pédagogique. Parlons des startups. Donc, dans les incubateurs, généralement, on prend des jeunes qui viennent de différentes formations. Donc, on leur fait des formations sur les questions pratiques qui les aident à gérer leurs entreprises plus tard ou la start-up. Est-ce que vous pouvez développer juste comment on peut inclure les formations pédagogiques qui nécessitent, généralement, les formations pédagogiques sont longues, la moins longue, disons, elle est de minimum 1 année à 1 année et demie, pour inculquer aux jeunes startups toutes les notions, toutes les compétences pour gérer leur startup. Par rapport à ces deux questions, est-ce que vous pouvez apporter des éclaircissements ou développer un peu plus par rapport à ça? Très bien, je vous remercie. Donc, je commencerai par la première question très rapidement. Je disais que c'était pratiquement le seul entrepreneur-employeur dans les années 80. C'était pratiquement le seul, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas du tout, c'était le plus gros entrepreneur, le plus gros employeur. D'ailleurs, la preuve, tous les jeunes, enfin de ma génération, cette période-là, enfin non, pas de ma génération, les gens allaient systématiquement vers un emploi public, allaient vers la fonction publique, tous les chercheurs, tous les étudiants, ils cherchaient un emploi chez le public. L'esprit d'entrepreneuriat, de créer sa propre affaire, n'était pas quelque chose de courant. On voulait tous être recrutés dans le public. Donc, c'était classique comme façon de faire et de voir. C'était pratiquement l'issue, c'était pratiquement le seul chemin qu'on pouvait trouver, c'est travailler chez l'État. Il n'y avait que cela. Je passerai à votre deuxième question, que je trouve bien entendu très, très intéressante. Oui, dans les incubateurs, il y a des programmes de formation. Des programmes de formation. Quand je dis formation, c'est peut-être un thème qui est utilisé peut-être très large. C'est des programmes de formation ponctuels, c'est des programmes de formation personnalisés souvent. Moi, je pourrais même parler plutôt de coaching, de séances de coaching, de mentoring, d'accompagnement. Ça veut dire qu'on regroupe des porteurs de projets, des porteurs d'idées que nous accompagnons sur des thématiques qui nous semblent leur manquer pour devenir leader, pour devenir chef d'entreprise, pour devenir chef de start-up, par exemple. Nous sommes dans une université de sciences et technologies où l'entrepreneuriat ne commençait à se discuter que dernièrement, que ces dernières années. Donc, les étudiants arrivés en doctorat même, ils ne savaient pas ce qu'était être entrepreneur, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient être entrepreneurs, qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient créer quelque chose à partir de leur savoir, à partir de leur cursus universitaire. Donc, il leur manquait un petit, je dirais, un petit chouïa. Comment manager une entreprise, comment manager le budget de l'entreprise, comment manager le personnel, comment être chef de file dans son domaine, comment être inclusif ou s'inclure dans un écosystème donné, s'il est par exemple dans l'agriculture, dans la santé, comment identifier ses partenaires, comment rechercher ses clients. Donc toutes ces formations-là, nous les donnons parfois de manière globale, généralisée à 40, 50, 60, une centaine de porteurs de projets, comme nous pouvons regrouper les porteurs de projets par domaine ou par besoin. Il y a des porteurs de projets qui sont forts, qui ont tout ce qu'il faut, qui savent manager, qui savent les aspects financiers, mais qui ont peur de prendre la parole en public, par exemple, ou qui ne savent pas faire un business model. Donc, nous les regroupons selon les besoins. C'est des formations qui ne prennent pas 3 ans, qui ne prennent pas 4 ans. La durée d'incubation, d'ailleurs, de partout dans le monde, va de plus en plus à se réduire. Donc,
une bonne incubation peut y aller jusqu'à 10 mois, 12 mois. Donc, vous imaginez en 12 mois, 10 mois, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut coacher, tout ce qu'on peut former, tout ce qu'on peut apporter à un porteur de projet. Il ne s'agit pas d'un cursus dans un incubateur. Il s'agit de coaching, de formation, de mentoring dans l'incubateur. Merci. J'espère que j'ai répondu. Elle a quelque chose à dire là. Allumez-le, peut-être qu'il n'est pas allumé, Khalida. J'aimerais féliciter Il y a M. Bamba qui veut répondre aussi à ta J'aimerais question. féliciter Madame le professeur et pour tout ce qu'elle fait pour les incubateurs, tout ça, c'est très important, c'est très utile. Mais ce que j'aimerais dire aux jeunes qui sont souvent dans la détresse et qui disent qu'il n'y a pas d'opportunité, c'est de dire, malgré l'offre d'incubateurs, malgré l'offre de structures d'accompagnement, ces offres ne seront jamais suffisantes. Okay? Donc, et ils doivent garder en tête qu'ils ont une très, très grande opportunité, c'est que partout où ils sont, au-dessus de leur tête, il y a Internet. Et dans leurs mains, ils ont un téléphone portable au moins. Et donc, le message que je leur dis, que je leur passe, c'est de dire, n'attendez pas. N'attendez pas les autorisations de l'État. N'attendez pas d'être formé dans un incubateur. Je pense que professeur Halish veut vous répondre. J'aimerais juste rajouter quelque chose, c'est qu'en Algérie, ces dernières années, l'étudiant est roi, est réellement roi. Tous les textes, toute la réglementation est faite de façon à favoriser les besoins des étudiants, futurs porteurs de projets, futurs entrepreneurs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'un État pourrait faire de plus pour nos étudiants et pour nos porteurs de projets? Ils ont l'opportunité d'être accompagnés au sein même de l'université. C'est un accompagnement totalement dédié gratuitement. Nous ramenons des coachs, nous ramenons des formateurs de très haut niveau qui acceptent d'accompagner et de former gratuitement, ou même si on peut les faire payer, on essaie toujours de trouver un sponsor, ou l'essentiel c'est de les ramener. On leur consacre toutes nos heures, toute la semaine pour les accompagner. On utilise tout notre écosystème, tout nos relationnels pour eux, pour qu'eux puissent réaliser de la richesse, réaliser leur entreprise, réaliser leur start-up. Nous les aidons sur le plan scientifique, technologique, moi, je pense qu'il y a... Madame le professeur, je ne conteste pas voilà. du tout. Je ne pense pas que M. Bamba avait remis en question justement l'effort que vous faites. Non, ce n'est pas à remettre en question, c'est que l'étudiant aujourd'hui ou le porteur de projet aujourd'hui, il a aucun manquement, il n'est pas, je veux dire, c'est pas comme l'étudiant d'il y a 20 ans. Il n'est pas livré à lui-même. Il n'est pas livré à lui-même, il n'est pas livré au désespoir. S'il peut être recruté dans une institution, dans un établissement, c'est bien. S'il ne peut pas, il a toujours l'opportunité de créer mieux, de faire mieux. On continue avec les questions. On prend d'autres questions, si vous permettez. Oui. Donc, bonjour, oui. Merci à vous. Donc, c'est Jamila Courtage, journaliste spécialisée en santé. Ma question s'adresse à M. Issa Bamba. Donc, vous avez développé votre communication sur la formation. Vous avez tellement insisté que ça m'est resté dans la tête. Et vous avez dit au fait que l'acteur principal qui doit en bénéficier, c'est le client. Quand vous dites client, ça veut dire que nous sommes un peu appelés à aller de la formation. Dans le cas où, par exemple, le secteur de la santé doit aller vers des solutions digitales ou bien dans le service, dans les outils numériques, comment cette formation peut-elle être introduite, par exemple, pour les professionnels de la santé, qui sont les acteurs premiers qui doivent aller appliquer ces applications? Merci. OK. Très bien. Hier, j'ai assisté à une démonstration à IT Camp sur une solution qui s'appelle Locatic, qui est une solution qui vise à, par exemple, identifier tous les hôpitaux d'Algérie. Et il ne fait pas que identifier et communiquer une adresse à l'hôpital, de l'hôpital. Il dit quels sont les services que l'on peut avoir au sein de l'hôpital. Quelles sont
À quelle heure ces services sont offerts? Quelles sont les conditions auxquelles ces formations sont offertes? Oui. L'un des challenges, ça permet également, il y a une solution également qui permet de prendre des rendez-vous. Mais l'une des difficultés que cette solution intéressante peut présenter, c'est que les médecins ne veulent pas que leur agenda soit publié sur la plateforme. Vous voyez? Parce que pour eux, c'est une contrainte. Maintenant aussi, cette solution, par exemple, il faut pouvoir indiquer, donner l'ordonnance quand le docteur reçoit le patient, il donne une ordonnance. Le docteur est habitué à donner une ordonnance sur un bout de papier. Or, idéalement, on lui recommanderait d'utiliser le numérique pour le faire. Mais compte tenu des habitudes, c'est difficile pour eux de faire. Ce qui fait que certains projets ne réussissent pas. Mais pour régler ce problème, il faut, avant de lancer les projets, il faut rencontrer les médecins, parler avec eux, leur montrer en quoi ces solutions sont faites pour eux, pour leur faciliter la vie. Quand vous voulez réussir un projet, ne parlez pas avec les patrons, d'abord, essentiel. Parlez avec les opérationnels, parlez avec les utilisateurs au quotidien. Parce que souvent, la technologie est perçue, malheureusement, par certains opérationnels, par certains acteurs, comme une menace. Je vous donne un exemple. C'est que dans les années 96, je vendais des ordinateurs. Et lorsque j'allais prospecter, les secrétaires refusaient de me donner un rendez-vous avec leur patron. Parce que pour eux, l'ordinateur et l'imprimante, c'est la suppression du métier de secrétaire. Or, aujourd'hui, on voit que grâce à l'ordinateur, grâce au numérique, il y a davantage de secrétaires. Et la fonction même de secrétaire s'est enrichie et elle est devenue encore plus intéressante. Donc, l'une des missions importantes, clés de la formation, c'est d'éduquer, c'est de sensibiliser et c'est de faire disparaître la peur. Parce que la peur, c'est le grand obstacle pour la transformation digitale. On va prendre peut-être une autre question. Oui, madame. Est-ce qu'on peut avoir le micro, s'il vous plaît? Pardon, j'ai une question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, une question commune aux trois et une question pour chacun de vous. Donc, je commencerai par Madame Hellich, professeur Hellich. Moi aussi, je suis le fruit de l'USCHB. Donc, le fait d'entendre des personnes qui viennent de l'université, ça me fait quelque chose. J'ai la nostalgie. Alors, vous avez parlé de l'écosystème, de l'innovation et des startups. Moi, je me pose la question, sachant que les grandes écoles et les universités, c'est les creusets du savoir. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que un programme académique appliqué remplacerait les incubateurs, le travail que font les incubateurs? Ça, c'est la première question. La question à monsieur, il faut que je retrouve votre nom, monsieur Saïd Sali, voilà. Donc, vous avez parlé de paradigme. Donc, ma question, sur quoi faut-il travailler pour pouvoir justement changer ces paradigmes? La question à notre invité, cher invité, Bamba, je vais retrouver son nom, Issa Bamba. Vous avez parlé de la formation, de la réticence des employeurs quant à former leur personnel, parce que moi, je suis dans les ressources humaines. Donc, ma question, pensez-vous que c'est dû, cette notion de budget, cette notion d'augmentation des salaires, pensez-vous que c'est vraiment dû
plutôt, est-ce que vous pensez que c'est un problème qui est au niveau de l'employeur, des employés, ou bien c'est partagé? Voilà, donc Très bien. une question, pardon, non, je termine. La troisième question qui est commune à nos chers... Ce sera une quatrième. Pardon? C'est une quatrième question. Mais c'est une question qui est Oui, commune. allez-y. Donc, quatrième, merci beaucoup. Donc, pensez-vous qu'en plus de la révolution numérique, la transformation numérique, il y a vraiment une autre révolution, une autre transformation qu'il y a lieu de faire sur l'humain? Très bien. Et merci beaucoup. On entend les réponses. On prend les réponses. Allez-y, oui, bien sûr. Donc, merci Madame pour votre question. Effectivement, les gens de l'USTHB, quand ils se retrouvent, ils sont tous nostalgiques, pareil. Donc, pour répondre à votre question, une formation académique appliquée peut-elle remplacer la formation dédiée dans les incubateurs? L'incubateur, sa mission essentielle n'est pas que la formation, n'est pas que former. L'incubateur, il transforme un savoir technologique en opportunité d'affaires. C'est un milieu d'affaires, c'est un milieu de mise sur le marché d'une innovation. C'est un espace où on conseille, on oriente un porteur de projet. Donc tout ça, ça se fait de manière B2B, personnelle avec le porteur de projet ou avec 2, 3 porteurs de projet, avec une équipe de projet. Et dans une formation académique appliquée, ça se dédie dans un cursus lent, peut-être de 6 mois, minimum 6 mois, formation de 6 mois, donc c'est des formations semestrielles. Donc on ne peut pas, dans un cadre d'accompagnement, de concrétisation des innovations, suivre un cursus fermé et validé à la fin par un examen, par tout un tas d'histoires. Or, pour l'innovation, pour comment dire, les aspects économiques ou la mise sur le marché d'une innovation, d'un produit donné ou la création d'une start-up, c'est quelque chose qui va au jour le jour. Si au jour le jour, je crée aujourd'hui, je peux mettre sur le marché après-demain, je peux chercher peut-être avant à me certifier, à homologuer, à développer, à avoir des clients. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très ouverte, qui obéit aux lois du marché, qui obéit au contexte quotidien, qui obéit. Donc, c'est pas une formation qui doit être formalisée, qui doit être fermée dans l'espace-temps, dans l'espace cursus ou dans l'espace. Ça n'est pas un diplôme. Je ne vais pas lui donner un diplôme. Vers la fin, je lui dis, voilà, vous êtes diplômé de l'innovation. Ça, c'est des formations il y a des écoles qui ont des formations dans les systèmes d'innovation d'une manière générale, système entrepreneurial. Mais ça, c'est des formations, on leur donne des notions pour être entrepreneur ou pour connaître les systèmes d'innovation de tel ou tel pays ou de ce qui existe chez nous. Mais accompagner un innovateur, un porteur de projet, c'est un travail quotidien, personnalisé, et ça ne peut pas être autrement. Chaque projet diffère d'un autre projet, même s'ils ont l'air de déverser dans le même secteur, dans le même domaine, de la même manière, mais tous les projets diffèrent, autant de différences qu'il y a de porteurs de projets. Il y a une deuxième question aussi, le professeur Khalij. La deuxième C'était question. la transformation. Est-ce qu'il y a une autre transformation après la transformation numérique? Sur Moi, l'humain. je dirais les esprits, révolution des esprits. Moi, ça serait plutôt de pouvoir former des gens, des étudiants, des porteurs de projets. Moi, je dirais des étudiants, c'est les jeunes, c'est l'avenir, à pouvoir analyser eux-mêmes, à pouvoir se dire qu'aujourd'hui, j'ai un capital savoir, j'ai un capital connaissance et je dois obligatoirement savoir le transformer. Donc, travailler sur cet esprit-là. Il y a déjà des prémices, il y a déjà de bons résultats par rapport à cela. Dans le temps, nos étudiants, où ils étaient chômeurs, où ils étaient recrutés dans un établissement public. Donc, il n'y avait pas entre les deux, il n'y avait pas de grille, où c'était à droite, où c'était à gauche. Actuellement, ça change un petit peu. Moi, je reçois énormément d'étudiants, énormément de porteurs de projets, et ça me fait plaisir de savoir que là, ils cherchent à se prendre en main. Parce que c'est ça, chez nous, moi, à un moment donné, je me disais que tout le monde s'attend à ce qu'il y ait de l'investissement qui vient de l'État, qu'il y ait des fonds de financement qui doivent venir de l'État. Je vais créer ma boîte, l'État doit me financer. Je vais faire mon incubateur, l'État doit me financer. Donc cet esprit-là, moi, c'est la révolution que j'attends, à ce que les gens puissent trouver les moyens, les ressources, diversifier les ressources et les moyens pour créer d'eux-mêmes, pour eux-mêmes. Partout dans le monde, c'est comme ça. On n'attend pas. Moi, je crée un incubateur qui est une affaire privée, c'est mon affaire,
et je m'attends à ce qu'on me donne de l'argent. Je trouve que c'est trop... Merci. On entend la réponse de Monsieur Sali. Merci. Donc, la question, c'était comment faire pour changer de paradigme, hein, c'est bien ça. Donc, il faut libérer les esprits. Donc, ça, c'est la première. Effectivement, je rejoins tout à fait Madame le professeur. Et aussi, il faut prioriser à très haut niveau ces éléments-là. La digitalisation aujourd'hui est ce qu'on appelle en anglais commodity. C'est quelque chose de commun. C'est le stylo d'il y a quelque temps. Il faut que ça soit très simple d'accès à tout le monde, démocratisé, que les entreprises y aillent sans se poser de questions, que les investisseurs puissent investir sans se soucier de législation. Enfin, il faut que la législation soit là, mais sans qu'il y ait de zones trop grises où il faille passer énormément de temps à décrypter. Donc, notre compétitivité par rapport à ce changement de paradigme doit être dans cet esprit de start-up à tous les niveaux, même les niveaux de nos gouvernants et de ceux qui gèrent cette partie. On voit des signes extrêmement positifs, un ministère qui est en place. C'est très rare, je ne pense pas qu'il y ait d'autres pays où on a cette volonté d'avoir un point focal qui porte une politique comme celle-là. C'est la bonne direction. Maintenant, il faut qu'il y ait il y a l'énergie potentielle, il faut que ça se transforme en énergie cinétique. Donc, il faut qu'il y ait un mouvement. Voilà, mais voilà, effectivement, c'est exactement ce qu'il faut. Pour la révolution qui vient, elle est déjà là, c'est la révolution de l'IA, de l'intelligence artificielle. Il y a énormément de bagarres aujourd'hui qui se fait à très très haut niveau dans les propriétés intellectuelles sur les brevets en association avec l'intelligence artificielle. Il y a une guerre énorme entre l'Europe et les Américains, les Chinois aussi, sur les détenteurs de ces éléments-là. Et dans quelques années, on aura aussi à traiter des sujets IA de plus en plus fréquentes, et ça sera la prochaine révolution certainement après le digital. Issa Bomba. Si j'ai bien compris votre question, est-ce que vous vous demandez dans le domaine de la formation, est-ce que ce sont les employeurs ou bien est-ce que ce sont les employés ou bien ce sont les autres acteurs qui sont le problème? C'est ça? Alors, vous savez, l'entreprise est une chose magnifique parce que c'est une société, c'est une communauté, parce que c'est un espace de rencontre de personnes différentes ayant des objectifs différents, ayant des ressources différentes. Et donc, pour que l'entreprise marche, elle doit être une équipe. OK? Et il doit y avoir une forte synergie entre les différents éléments. Et contrairement à ce que l'on peut penser, l'employé, l'employeur, tout ça, ce n'est pas une relation de maître à esclave. Okay? Chacun apporte sa spécificité et apporte sa richesse. Pour que les choses marchent en entreprise, il faut que chacun pense à l'intérêt de l'autre. Si vous mettez l'intérêt de l'autre en avant, vous verrez que tout se passera bien. Et si l'entreprise met en avant l'intérêt du client, si l'employé met en avant l'intérêt de son employeur et du client, si l'entreprise met en avant l'intérêt du client et l'intérêt de l'employé, si le client lui-même considère que celui qui le sert a une famille et doit également bien vivre, okay, et qu'il donc le traite, et que le chef d'entreprise doit obtenir légitimement un retour sur investissement, vous voyez, que si donc tout le monde agit avec un esprit positif, tout devient possible. Merci beaucoup et on donne la parole à la demoiselle. Dernière question, parce que vous avez le micro. Fadlé. Ok, merci. Donc, merci tous pour la présentation. C'était génial. J'ai une question à Madame Hellich. Merci. Moi-même, je suis porteur de projet, secteur agroalimentaire et tout ce qui est gestion des stocks des fruits et légumes et améliorer la qualité des fruits et légumes et minimiser les déchets en général. Donc, j'ai une question concernant les incubateurs ou l'accès à les laboratoires dans l'université à travers un contrat mobile les startups.
l'université pour améliorer les analyses comme des startups qui sont l'université. Très bien, j'ai bien compris votre question. Merci. C'est une question qui revient souvent d'ailleurs de la part des porteurs de projets de l'ISTHB ou même d'ailleurs. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes de l'ISTHB? Non, je suis Vous êtes dans une université. Non, très c'est bon. On a dit le projet TAE, c'est une start-up. Donc, je ne fais pas une partie de mon université. C'est ça le souci. D'accord. Ce qu'il faut savoir, je pense que j'en ai parlé aussi tout à l'heure dans l'écosystème entrepreneurial et d'innovation d'une manière générale. Nous avons en plus des incubateurs qui sont là pour accompagner les innovations. Nous avons des services annexes à l'incubateur. Il y a en Algérie plusieurs plateaux techniques, ce qu'on appelle des plateaux techniques, c'est des centres où il y a plusieurs services de caractérisation, d'analyse, etc. qui existent. Et vous avez à travers une plateforme mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur qui est la plateforme Iptical, vous pouvez y accéder et vous pouvez voir la disponibilité de la caractérisation ou de l'équipement dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de plus amples conseils par rapport à cela ou si je peux vous aider, on se voit tout à l'heure si vous voulez. Oui, bien sûr. Merci. Voilà, Madame Halish est là. Vous pouvez entrer en contact directement avec elle. Merci beaucoup, Madame Halish. Merci, Monsieur Saïd Sali. Merci, Monsieur Issa Bomba. Merci pour toutes vos interventions. Merci, Sarah. Merci à toi. À demain, Inch'Allah. On vous donne rendez-vous demain à 9h pour un autre cycle de conférences. On s'excuse pour ce retard aujourd'hui et pour les invités qui n'ont pas pu intervenir. On se donne rendez-vous demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour vos questions.